Bonjour à toutes et à tous. Mes chers collègues, confrères et consoeurs, très heureux, très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Et à cette occasion, je remercie bien sûr le comité d'organisation et les laboratoires Lilly pour cette invitation. Ce qu'on va voir maintenant, on va voir ensemble une partie très intéressante en diabétologie, puisqu'on va voir, vous avez vu au départ, on est à l'ère de l'innovation, les nouvelles classes thérapeutiques. Maintenant, on s'est posé la question où on est avec les autres insulines, par exemple les analogues rapides et particulièrement l'Humalog dans la prise en charge du diabète. On va voir ensemble principalement la prise en charge du diabète sucré type 2. Il faut savoir que la prévalence du diabète ne cesse d'augmenter et elle est inquiétante et les experts alertent. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les pays du MENA, Middle East, North Africa, puisque l'Algérie en fait partie. Et il y aura une progression d'ici 2047 qui sera de 87%. Et ça, c'est alarmant et inquiétant. Et d'ici 2030, la progression sera de 30%. En Algérie, sans attendre 2030 ou bien sûr 2045, entre 2003 et 2015, il y a eu une progression de 80%. Donc, on est passé d'une prévalence de 8,9 à 14,4 et ça, c'est alarmant, inquiétant pour nous, pour ceux qui prennent en charge les patients diabétiques. La mortalité, il faut savoir qu'en Algérie, elle est détrônée par les maladies cardiovasculaires. Donc, elle occupe la première place dans la mortalité, tout type confondu, surtout cardiovasculaire. Et ce phénomène est évolutif. Donc, on a une idée sur ce qui va se passer dans les années à venir. Les complications du diabète, vous savez très très bien qu'il y a des complications qui sont macrovasculaires, et c'est ce qu'on appelle les complications cardiovasculaires, et on a des complications microvasculaires. Les macrovasculaires, vous savez très bien que c'est les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, c'est les coronaropathies et c'est l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Et les complications microangiopathiques, vous avez la rétinopathie qui, regardez, c'est la première cause de cécité avant l'âge de 60 ans. Et ça, c'est inquiétant, alarmant. Encore plus pour la néphropathie, c'est la première cause de passage en IRCT, en dialyse, en Europe. Et la neuropathie multiplie le risque d'hospitalisation pour un pied diabétique par 5. Et ça, c'est un élément très important à prendre en considération. Il existe une relation linéaire entre l'hémoglobine glyquée et ses complications microvasculaires. Il faut savoir que plus l'hémoglobine glyquée est élevée, plus le risque de survenue de ces complications augmente. Donc cette relation, elle est linéaire. Même pour la glycémie postprandiale, il y a une relation directe entre le déséquilibre, surtout l'élévation de la glycémie en postprandial et le risque cardiovasculaire, le risque de complications chez le patient diabétique. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'en équilibrant nos patients, on aura un gain ? Regardez cette étude qui est très intéressante, l'étude CNO2, chez qui on a atteint l'objectif, c'est-à-dire grâce à l'équilibre glycémique, on a pu réduire de manière significative la survenue des complications, quelles que soient cardiovasculaires et même microvasculaires. Et déjà, on a une première réponse à la question, oui, il faut équilibrer nos patients pour prévenir les complications. On a vu au départ le côté pessimiste, la prévalence et les risques. Maintenant, le côté optimiste, regardez ce registre suédois qui a regroupé une centaine de milliers de patients. Et chez ces patients, on a voulu neutraliser les 5 facteurs que vous voyez ici. Vous avez Donc, je reviens sur le registre suédois qui a regroupé une centaine de milliers de patients. Et quand vous voyez, en essayant de neutraliser les 5 facteurs de risque, parmi eux, il y a l'hémoglobine glyquée. Donc, en quelque sorte, l'atteinte des objectifs. Ça a permis de réduire le risque et bien sûr, ce groupe des patients rejoint le groupe contrôle. Donc, il devient neutre vis-à-vis la survenue des complications cardiovasculaires. Les Américains, après l'étude des CCT, ils se sont mis au travail. Et grâce à l'éducation thérapeutique, la prise en charge des différents facteurs de risque, regardez, entre 1990 et 2010, il y a eu une réduction significative des événements cardiovasculaires. Mais j'attire votre attention sur les syndromes coronariens et l'hyperglycémie, la décompensation aiguë, donc suite à une cétose. Et ça, c'est un élément très important. Il y a eu une réduction de 2/3. Donc, en quelque sorte, on sait ce qui nous attend. Vous avez vu, il y a une progression inquiétante et on doit se mobiliser ensemble pour mieux prendre en charge nos patients diabétiques. Certains peuvent se poser la question, ça c'est aux États-Unis.
Maintenant, regardez, actuellement, on subit une véritable transition épidémiologique et on va avoir de plus en plus de maladies chroniques, particulièrement les maladies cardiométaboliques, chef de file, le diabète. Et ce phénomène est évolutif et ça se voit dans les pays émergents et l'Algérie en est l'exemple vivant. Maintenant, les recommandations, peut-être que vous les avez déjà abordées avant, mais j'aimerais attirer votre attention que la prise en charge actuelle, elle est centrée sur le patient, dont l'objectif final, c'est de prévenir les complications ou du moins retarder l'échéancier de leur apparition. Et deuxième objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie. C'est un élément très important à prendre en considération. Et les nouvelles recommandations chez le patient diabétique, on est dans une sorte de catégorisation. Dès qu'on fait le diagnostic, on doit se poser la question, est-ce que mon patient il a un risque très, très élevé cardiovasculaire ou pas? Donc c'est une question obligatoire à chaque fois qu'on voit nos patients diabétiques pour voir s'il appartient à cette catégorie. Bien sûr, on va vers les traitements, les nouvelles générations, les analogues de GLP-1, les inhibiteurs de SGLT2 qui ont démontré leur efficacité. Mais après, si on est en échec, les dernières recommandations, regardez, si on est en échec, on indique, et il y a l'initiation par une insuline basale. Et l'insuline basale se donne à la dose de 10 unités, sinon 0,1 à 0,2 unités par kilo. Après, on va faire une titration. Si l'objectif n'est pas atteint, l'hémoglobine glyquée et la glycémie à jeun, même la postprandiale, ça sera l'indication au rapide, à l'insuline rapide, et on va faire une sorte de basal bolus progressif jusqu'à un full basal bolus. Et on commence par 4 unités, on cible la glycémie, le repas le plus copieux où il y a une hyperglycémie en postprandiale. C'est à ce moment-là qu'il faut introduire une insuline rapide. Notre sujet aujourd'hui tourne autour de l'insuline rapide, l'analogue rapide. Maintenant, pour le choix d'une insuline rapide, qu'est-ce qu'il faut? On est exigeant. Il faut savoir que maintenant, on est devant des patients, on fait une individualisation, c'est-à-dire la prise en charge, elle est pointue. On va vers une médecine moderne, une médecine individualisée. Et pour le choix d'une insuline rapide, il faut qu'elle soit efficace. Donc, elle permet de réduire de manière significative l'hémoglobine glyquée. Ça, c'est le premier élément. Elle doit agir sur la glycémie postprandiale. D'un autre côté, il faut qu'elle soit bien tolérée. Le risque d'hypoglycémie et son utilisation chez les populations vulnérables. Comme vous savez, il y a les insuffisants rénaux, les sujets âgés et l'enfant, la femme enceinte. Ça, c'est des populations vulnérables. Et enfin, rappelez-vous, parmi les objectifs de la prise en charge, c'est d'améliorer la qualité de vie. Donc le troisième élément à prendre en considération, c'est la qualité de vie à travers un algorithme, par exemple, de titration qui est simple, accessible à toutes ces catégories, et la force d'injection, l'utilisation des stylos aussi est un élément à prendre en considération, et même la satisfaction du patient lui-même. Un peu d'histoire, regardez, on est à 1 siècle depuis la découverte de l'insuline par ces deux éminents chercheurs, c'est à l'université de Toronto. Ils ont bien sûr reçu le prix Nobel. Et depuis, il y a eu la commercialisation. La première fabrication et commercialisation de l'insuline, c'était en 1923. Elle a été faite par les laboratoires Lilly, il faut le dire. C'est un laboratoire initiateur. C'est le premier qui a fabriqué l'insuline. Après, dans les années 80, 1982 spécialement, il y a eu une deuxième innovation. On a créé et fabriqué, c'est la première commercialisation de l'insuline fabriquée par génie génétique. Et en 96, c'est l'avènement de l'analogue rapide. Le premier analogue rapide, c'est celui des laboratoires Lilly. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il faut le dire, bien sûr, à l'œuvre on connaît l'ouvrier. En 96, c'était le premier laboratoire qui a fabriqué et créé, et c'était la première fois on a commercialisé un analogue rapide qui est l'humalogue. Après, il y a eu la synthèse ou le premier insuline basal qui est le biosimilaire. Et ça, c'est juste pour vous dire que c'est un laboratoire qui est initiateur, qui a créé l'insuline. Maintenant, il y a eu l'avènement des autres insulines analogues rapides. Il faut savoir que dans la recherche, si on veut créer une insuline, elle doit se comparer obligatoirement et prouver son non-infériorité par rapport à l'insuline de référence. Et là, on a l'avènement de l'asparte et après, il y a eu l'avènement de la glulizine. Donc, jusqu'à l'heure actuelle, aucune insuline analogue n'a démontré sa supériorité par rapport à l'humalogue. Donc, avec l'humalogue, on a assez de recul, à peu près
un quart de siècle, on est à 26 ans depuis sa création. Donc ça sous-entend qu'il y a plus d'études, on a plus de recul avec cette molécule, et regardez, on est à peu près à une taille d'échantillon de 35 000 patients, avec 200 études contrôlées randomisées, et ça c'est un élément aussi rassurant pour nous, autant que scientifiques. Il y a eu plus de 3000 publications, et ça c'est un élément très important. Donc les études qui ont été faites, c'était d'efficacité, de tolérance chez presque toutes les catégories. Mais médecine, elle est basée sur des preuves, on aimerait bien voir son impact et son efficacité. Rappelez-vous, le premier critère de choix, c'est l'efficacité. Lors d'une étude, l'étude Rosenstock que vous connaissez, à la fin de cette étude, 24 semaines d'utilisation de l'Humalog, on a eu une réduction à peu près de 2% d'hémoglobine glyquée. Et je vous fais rappeler l'étude du KPDS qui a démontré qu'une réduction de 1% d'hémoglobine glyquée permet de réduire de manière significative, regardez, 21% mortalité liée au diabète, les crises cardiaques de 14% et les atteintes vasculaires de à peu près 43%, ce qui correspond presque à la moitié. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération. Donc c'est une insuline qui est efficace. Elle a réduit de manière significative l'hémoglobine glyquée lors de l'étude Rosenstock. Deuxième élément, j'aimerais partager avec vous une étude, c'est l'étude autonomie, d'où son nom l'indique. Vous allez voir, on a voulu comparer l'efficacité et la sécurité d'emploi de cette insuline avec une titration faite à 1 jour, sinon à 3 jours. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a comparé ça entre titration faite par les médecins et par le malade lui-même. Et comme critère objectif secondaire, on a voulu voir l'incidence, c'est-à-dire la tolérance, les événements d'hypoglycémie et le pourcentage des patients qui ont atteint l'objectif inférieur à 7%, surtout chez les sujets âgés de plus de 65 ans. Les résultats, regardez, ça a permis de réduire de manière significative l'hémoglobine glyquée et c'était comparable dans les deux groupes, titration faite par le malade, titration faite par le médecin. Ça sous-entend qu'il y a une facilité d'utilisation par les malades. Mais est-ce que pour une efficacité similaire dans les deux groupes, titration faite par le médecin et par le malade, est-ce que le patient encourt un risque lorsqu'il fait la titration tout seul? Regardez, la réponse est non. Les deux groupes étaient similaires, quelle que soit titration faite par le médecin ou le malade, le risque d'hypoglycémie était similaire dans les deux groupes et c'est rassurant pour nous. Et rappelez-vous qu'on voit nos patients une fois tous les 3 mois et 89 jours, il est livré à lui-même. Donc l'idéal, c'est de le rendre autonome pour qu'il puisse gérer sa maladie au quotidien. Et autre chose, dans l'étude autonomie, regardez, il y a eu un moindre risque d'hypoglycémie, l'efficacité sur la baisse de l'hémoglobine glyquée avec un moindre nombre d'injections. 50% qui ont atteint l'objectif inférieur à 7%. 7%, c'est une cible d'un point de vue pratique que vous connaissez très très bien, difficile à atteindre. Dans cette étude, regardez, moins de 7%, à peu près 61% des patients ont nécessité que 2 injections d'Humalog. Donc ça aussi est un élément à prendre en considération. Et au final, cette étude, regardez, la titration conduite soit par le médecin ou le malade, on aura la même efficacité et une tolérance aussi vis-à-vis le risque de survenue des hypoglycémies. Deuxième élément, donc en matière d'efficacité, on a démontré que c'est une insuline qui a fait ses preuves. Maintenant, vis-à-vis le risque d'hypoglycémie, regardez cette étude intéressante où on a comparé l'Humalog à la glulizine et regardez, il y avait moins de risque d'hypoglycémie dans cette étude sous Humalog que sous glulizine, quelles que soient les hypoglycémies, le nombre total ou bien sûr les hypoglycémies nocturnes. On a dépassé le premier cap vis-à-vis l'efficacité. On va voir maintenant la sécurité d'emploi de cette insuline. Quelles sont les populations vulnérables? Regardez, l'enfant. Le premier élément, déjà cette insuline commence à se démarquer par rapport aux autres. Elle a l'autorisation chez l'enfant, quel que soit l'âge, et on peut l'utiliser dès la naissance et c'est un élément fort pour cette insuline. Deuxième élément, regardez chez la femme enceinte, le premier analogue qui a eu l'autorisation d'utilisation chez la femme enceinte grâce à la pharmacovigilance. Et regardez dans la FDA, la mettre dans la catégorie B. Qu'est-ce qu'on veut dire par B? Ça veut dire son utilisation chez l'animal n'a pas démontré un effet tératogène et aussi est un élément fort pour la molécule. Rappelez-vous,
rappelez-vous, chez l'enfant, quel que soit l'âge. Deuxième élément, chez la femme enceinte. Donc, il y a une sécurité d'emploi chez la femme enceinte. À cause de cette sécurité d'emploi, il y a l'efficacité. Rappelez-vous, on est exigeant chez la femme enceinte et les objectifs glycémiques sont stricts. Âge inférieur à 0,95, en postprandial, c'est 1,20. Donc déjà, cette insuline, regardez, en comparaison avec l'insuline humaine, elle a démontré une efficacité supérieure. Elle a permis de réduire de manière significative et elle était supérieure par rapport à l'insuline humaine. Donc ce qu'on peut dire chez la femme enceinte, à côté de cette sécurité d'emploi, il y a aussi l'efficacité sur les glycémies postprandiales et sur l'hémoglobine glyquée. Troisième catégorie vulnérable, comme vous savez, chez le sujet âgé. Et toujours dans cette étude autonomie, regardez ceux qui sont âgés de plus de 65 ans. On a atteint un objectif qui est strict, regardez, moins de 7%, inférieur ou égal à 7%. C'était 67% des patients qui ont atteint cet objectif et aussi ça, un élément à prendre en considération. L'utilisation de la pompe à insuline, il faut savoir qu'il existe des problèmes techniques. Il y a certains cathéters qui se bouchent, etc. Donc avec l'humalogue, on a démontré que, c'est vrai, il y a beaucoup de controverses. Il se valent l'utilisation de la pompe à insuline et le basal-bolus, mais ce que j'aimerais bien partager avec vous, c'est qu'il y a une moindre variabilité lorsqu'on utilise l'humalogue sous pompe à insuline, et cette variabilité, elle est de 5 à 12%. Donc après la tolérance, on a vu au départ l'efficacité. Deuxième élément, tolérance, utilisation chez les populations vulnérables. Enfin, je vais partager avec vous une étude intéressante vis-à-vis l'amélioration de la qualité de vie et la satisfaction de la part des médecins. Qu'est-ce qu'on a fait? On a comparé l'utilisation technique du QuickPen en comparaison avec le FlexPen. Et on a utilisé à 2 doses, à 30 unités, à 60 unités. Et cette étude a démontré, regardez, que le QuickPen a démontré une meilleure précision de la dose versus le FlexPen nouvelle génération, une facilité d'injection et une moindre force d'injection, et ça, c'est la cerise sur le gâteau, puisque c'est une insuline qui est efficace, mieux tolérée. Maintenant, regardez la satisfaction et la qualité de vie, l'utilisation technique du QuickPen qui est en faveur de l'humalogue, du QuickPen, en comparaison avec le FlexPen. Encore plus, la satisfaction des patients dans cette étude, regardez, 67% des patients préfèrent utiliser le QuickPen que le FlexPen. Et elle a démontré sa supériorité vis-à-vis de la qualité de vie et la satisfaction des patients. Regardez, elle est facile à presser et à injecter, facile à tenir dans la main lors de l'injection et surtout facile à utiliser dans un espace public. Et ça, c'est un élément, la qualité de vie est un élément à prendre en considération, puisque rappelez-vous, parmi les objectifs de la prise en charge, c'est d'améliorer la qualité de vie. Donc au final, vous avez vu... Il vous reste 4 minutes, il n'y a pas de souci. D'accord. C'est juste pour vous annoncer. Très bien. Donc au final, ce qu'on peut dire, que la progression du diabète, elle est préoccupante à l'échelle mondiale, mais surtout en Algérie. Vous avez vu qu'on subit une véritable transition épidémiologique. Préparons-nous, puisqu'on sait ce qui va se passer dans l'avenir. La prise en charge du diabétique, elle est complexe, il faut le dire, et fait intervenir plusieurs acteurs, donc elle est multidisciplinaire. Le choix du régime insulinique doit prendre en considération le profil du patient et les préférences du patient. Et on a vu que la Lispro représente le premier analogue rapide. Selon l'historique, on est à peu près à un quart de siècle depuis sa création et son utilisation, et elle demeure l'analogue rapide de par son efficacité, puisqu'on a démontré ça grâce à l'étude Rosenstock et Autonomie. Sa tolérance, rappelez-vous, son large utilisation chez l'enfant, quel que soit l'âge, chez la femme enceinte, chez les sujets âgés, et bien sûr la facilité d'utilisation du QuickPen avec une technologie innovante, et je vous remercie.